Ma grand-mère me réveillait tous les jours à 6 heures du matin pour aller chercher de l'eau. À 14 ans, mon papa m'a dit que je n'aurais pas d'argent pour pouvoir payer des études. Je refusais en fait de rester dans la pauvreté. Ça, il me frappait. J'étais humiliée en fait dans la rue. Je me rappelle à chaque défilé Louis Vuitton, il me donnait un sac. On a apporté de l'eau à plus de 600 000 personnes dans le Burkina Faso. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Parcours atypique. Aujourd'hui, nous recevons une femme au parcours exceptionnel. Elle a su transformer les épreuves et les supplices de son enfance en une mission de vie. Couronnée Miss Burkina en 2003, puis Miss Afrique en 2004, elle devient mannequin international et défile pour les plus grandes maisons de mode au monde comme Louis Vuitton et Marc Jacobs. Mais au sommet de sa carrière, elle a choisi de mettre sa notoriété au service d'une cause vitale, l'accès à l'eau potable pour tous à travers sa fondation. Chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabé, autrice de livres pour enfants, entrepreneur et militante, elle incarne à la fois la beauté, la grâce, la résilience et l'engagement. Georgie Badiel Liberty, bienvenue sur Parcours atypique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un énorme plaisir de te recevoir sur notre plateforme. Merci beaucoup, Edith, de me recevoir sur ta plateforme. Ça fait vraiment plaisir d'y participer. Franchement, c'est une grande fierté pour nous d'avoir une figure comme la vôtre pour nous représenter un peu partout au monde. Vous êtes passé par plusieurs continents, vous avez fait plein de choses. Mais avant tout ça, la petite Gouroussi est née en Côte d'Ivoire. Vous êtes issue d'une famille nombreuse. À quoi ressemblait l'enfance pour vous à la maison? Yes. Merci beaucoup. Mon enfance, je dirais, elle était géniale. Elle était vraiment bien. J'ai grandi entre chez ma maman, entre chez mon papa et chez ma grand-mère. Donc, Wow. quand j'étais enfant, mon papa et ma maman aimaient bien m'emmener à Kofikro chez ma grand-mère pour passer du temps avec elle. Et chez ma grand-mère me réveillait tous les jours à 6 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Et c'était la seule chose que j'aimais pas. Déjà, j'aime pas me réveiller trop tôt le matin parce que je suis pas une personne, je suis pas matinale. Et tous les matins, quand elle venait à 6 heures, OK, Georgette, let's go, on va chercher l'eau. Et moi, maintenant, je commence à pleurer. Non, je veux pas aller chercher l'eau. Je veux dormir comme tout le monde parce que j'ai grandi entre 5 frères. On est 10. On est 10 dans la Wow. famille. Et mes 5 frères, ils étaient beaucoup plus jeunes et on a grandi ensemble. Mais mes 2 grandes sœurs et mon grand frère, eux, ils étaient déjà, je vais dire, teenagers. Donc, ils ne vraiment passaient pas du temps avec nous. Et donc, moi et mes 5 autres frères, et dans la maison, on était au total 4 femmes. Il y avait la grand-mère, il y avait ma cousine Rita, il y avait ma cousine Patricia et moi. Donc, les 4 femmes, c'est nous, on se levait pour aller chercher de l'eau. Et moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord qu'il faut que je me réveille pour aller chercher de l'eau pour mes frères. Parce qu'on joue ensemble toute la journée. Au football et à d'autres jeux. Et pour moi, c'était pas correct. Je trouvais une injustice là-dessus. Et la grand-mère disait, non, mais quand tu vas te marier, ton mari va te chasser. Je dis non. Je dis non, je veux pas du tout aller chercher de l'eau. Et quand on revenait avec l'eau, la grand-mère préparait le petit déjeuner et aussi le déjeuner. Et on ramenait ça au champ. On ramenait ça au champ et voilà, à midi, on mangeait tous au milieu de la forêt, dans le champ et après on cultivait. Vers 16, on avait un marigot dans le champ. Nous tous, on allait nager dans le marigot. Avant le coucher du soleil, on prenait la route pour retourner au village. Donc, c'est un peu ça, je vais dire, en gros, mon enfance. Elle était, à part aller chercher de l'eau, j'ai eu une enfance vraiment
génial. Mon père, il était très, très gentil. Ma mère, adorable. Et voilà, j'ai vraiment une belle famille. Est-ce que cette partie de votre vie au village, est-ce que c'était pendant une petite période? Est-ce que c'était les vacances ou est-ce que vous avez vécu, vous avez établi résidence à un moment donné avec votre grand-mère? C'était en majorité pendant les vacances. En majorité Mhm. pendant les vacances, quand il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, et j'ai passé aussi beaucoup de temps à Divo. Mhm. Divo, c'est une ville en Côte d'Ivoire, pas loin du Libéria. Mon mari, il est libérien, donc je le rappelle tout le temps ça. Chez nous même, à Makori, on avait toujours des problèmes d'eau aussi. C'était pas comme Mhm. si on a grandi, comme on dit, dans un quartier Mossi. Donc c'est comme si Mhm. on était au Burkina. On était au Burkina, en Côte d'Ivoire, avec une tante qui faisait le dolo juste à côté là. Donc, yes, on avait ces problèmes d'eau là. Chez mon papa, il y avait un puits. Donc, l'eau n'était Mhm. pas potable. Donc, à chaque fois, même quand je revenais de l'école, il fallait aller chercher l'eau chez les Mhm. voisins, aller marcher, revenir, remplir le canari et aussi se rassurer que papa a l'eau pour se laver, etc., etc. Donc, je veux dire, le problème d'eau, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu durant toute mon enfance. Mhm. Quand je suis allée au Burkina Faso en tant qu'adolescente, j'ai fait mon collège au lycée Newton. De là-bas, je me rappelle en avril. Excuse. Les gens qui écoutent cette interview, on dit quand tu connais, tu connais. Déjà, les classes étaient chaudes. Mhm. Ça, c'est numéro un. Quand je sortais dehors pour aller chercher de l'eau, il n'y avait pas d'eau. Les femmes avaient tout vendu. Donc, ça veut dire qu'il fallait que je retourne en classe, Mhm. m'asseoir, regarder les professeurs enseigner. Et tu as soif. Tu es obligé d'être là. Yeah. Yeah. Donc, yes. Donc, voilà. Voilà. Donc, ce problème d'eau-là, ça revenait. Ça revenait tout le temps. Ça revenait tout le temps. Yes. Mais Mhm. c'est à partir de quel moment de votre scolarité que vous décidez de vous présenter à l'élection Miss? J'étais Miss en troisième. J'avais Mhm. 17 ans. Mhm. Et je me suis dit que déjà, j'ai commencé le mannequinat à Abidjan à 14 ans. Mhm. À 14 ans, mon papa m'a dit que je n'aurais pas d'argent pour pouvoir payer tes études. Hello, juste une petite interruption pour vous faire remarquer que seulement 2% de vous qui suivez mes vidéos sont abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, si vous faites partie de ces 98% restants, prenez une seconde de votre temps, abonnez-vous à la chaîne. C'est une manière gratuite et rapide de soutenir ce que je fais, de permettre à YouTube de montrer mes vidéos à plus de personnes et vous aussi de vous permettre d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes abonné, écrivez abonné en commentaire et je répondrai personnellement à votre commentaire pour vous dire merci de me soutenir. Et bon, à 14 ans, tu fais quoi? Mm. À 14 ans, qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai commencé à vendre toffee à l'école. Euh, Wow. je me suis rendu compte que les toffees que je vendais à l'école là n'allaient jamais suffire. Mhm. Ensuite de là, je me rappelle, j'avais une tante qui tricotait les chapeaux. Et vu que j'étais grande de taille, j'étais belle. Et l'école où j'allais, j'étais vraiment blesse. L'État prenait à 90% de ma scolarité. Mm. Donc, quand j'arrivais comme ça à l'école avec mes bérets, mes chapeaux, tout le monde voulait. Donc, j'ai Mm. commencé à faire ma tante tricoter les chapeaux pour Mhm. pouvoir les vendre à mes Vendre. amis. Et l'argent n'était pas assez. Donc, c'est là où j'ai commencé le mannequinat. Il fallait me voir maintenant en train d'aller chercher l'atelier de Pathéo. Marche Mm. ici. J'arrive, on me dit, c'est pas là. J'arrive là-bas. On me dit, c'est pas là. Je retourne ici, c'est pas là. Quand j'ai retrouvé l'atelier de Pathéo, j'ai dit à Pathéo, je dis, voilà, faut essayer des habits sur moi et puis bon, tu me payes, quoi. Mm. C'est ce que je comprenais, en fait, du mannequinat. Mhm. C'était, en fait, l'image, en fait, que j'avais du mannequinat. Les Mm. gens me disaient qu'on essaye des habits sur toi et on te paye. Donc,
Quand j'ai vu le monsieur, je dis, voilà, tu essayes, puis bon, tu me payes. Mhm. Il dit, ok, d'accord. Donc, je suis allée le voir. À chaque fois que j'allais le voir, il me donnait l'argent. J'arrive à la maison, je donne à ma maman. À chaque fois, il me donne, je donne à ma maman. Et une fois, il dit, pourquoi tu me ramènes pas ta maman? J'ai dit, d'accord, la prochaine fois quand je viens, j'allais pas à l'école les mercredis et les samedis. Mhm. Donc, les mercredis, je faisais l'ouverture avec sa secrétaire. Donc, j'attendais. Ça veut dire que même quand il n'avait pas le temps de me voir, Mhm. j'attendais genre de 9 h jusqu'à 19 h. Wow. Donc, j'étais vraiment déterminée Déterminé. à vouloir réussir, en fait. J'étais Mhm. déterminée à vouloir, en fait, changer mon futur, en fait. Et, Mhm. et voilà. Donc, quand j'ai commencé le mannequinat, je pouvais payer mes études. Et, euh, et voilà. C'est à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte de vos atouts physiques? Beaucoup de femmes, on a toujours des petits complexes par-ci, par-là. Souvent, c'est nous seuls, on voit ces complexes-là. On se dit, ah, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Comment vous êtes arrivé à avoir cette confiance en vous, à savoir que vous êtes belle, que vous avez tous les atouts physiques qu'il faut pour être mannequin, plus tard pour être Miss? Est-ce que ça vient de la famille? Vous avez grandi dans une famille où on vous encourageait, où on vous complimentait, où on vous a donné cette confiance en vous là? Ou est-ce que c'est la réaction des autres à l'extérieur? Vous vous êtes dit, mais tiens, apparemment, on dirait que je suis jolie. Yes. Non, en fait, je n'avais pas du tout cette confiance-là. Ce que j'avais, c'est qu'il fallait payer mes études. Peut-être tout ce que... Parce que je me suis dit que voilà, bon, tu nais vraiment dans des conditions vraiment humbles, euh, Mm. difficiles. J'ai dit non, c'est pas... Je dis, c'est pas comme ça que moi, je vois mon futur. C'est pas comme ça que moi, je vois Wow. mon futur. C'est pas comme ça que je me visualise en fait pour le futur. Donc, Mhm. je me vois pas en train de rester là. Je me vois pas en train d'être la femme qui va se lever le matin pour aller chercher l'eau Pour pour aller son... chercher l'eau. Non, ça, ce sera pas du tout mon futur. Donc, déjà Mhm. dans ma tête, j'avais, je voulais pas en fait, je refusais de rester dans la pauvreté. Mhm. Je refusais en fait de rester dans la pauvreté. Et pour sortir, il faut travailler. Yeah. Voilà, donc ce talent-là, je ne savais pas que les gens me disent, oh, tu es grande, tu es belle. Oh, si ça peut aider, je peux trouver du travail, on peut me mettre dans les défilés, me payer. Bon, Dieu merci. Mhm. Let's do it. Let's do it. Donc, c'était Et ça. donc, en classe de troisième, vous décidez de vous présenter à l'élection Miss Burkina. Miss Burkina Faso, voilà. Je vais à Miss Burkina Faso, ça marchait par la grâce de Dieu. Et Mhm. kudo à Mustapha Chombiano et à sa famille, parce que c'était une famille avec moi. Et je suis allée après ça représenter le Burkina Faso à Miss CEDEAO. J'ai été Mhm. première dauphine à Midelo, au Cap-Vert. Et Mhm. ensuite, j'ai fait Miss Africa en Tunisie et par la grâce de Dieu, j'ai gagné. C'est quand même énorme. Vous en parlez comme si c'était quelque chose d'assez banal. C'est la plus belle femme de l'Afrique, quand même. C'était quoi vos atouts? Qu'est-ce que vous avez mis de votre côté, comme chance et comme atout pour remporter ce concours-là? Parce que oui, vous êtes très belle, mais Miss, c'est pas que la beauté aussi. Il y a beaucoup d'autres choses. Comment est-ce que vous avez convaincu le jury? Est-ce que vous vous attendiez même à cette victoire-là? Déjà, je me rappelle quand je suis allée à Miss CEDEAO, je me rappelle ma copine May, celle du Nigeria. Elle priait tellement, elle avait tellement foi en Dieu. À chaque fois Mhm. avant de manger, elle commence à prier. À chaque fois avant de... Non, même avant de sortir, elle prie. Donc, je l'aimais tellement, je dis Seigneur, fasse qu'elle gagne. Oh. J'ai prié, non, honnêtement, j'ai prié, je dis Seigneur, fasse qu'elle gagne. Parce que sa foi, en fait, était tellement inspirante, en fait, pour moi, que Mhm. I'm like, please make a win. Et à chaque fois que je la vois, je dis, God made you win. God made you win, you know. Et Mhm. à Miss Afrique, je dirais, God made me win. Toutes les Ouais. filles étaient belles. Elles étaient... Déjà, même quand tu es nommée Miss, tu es belle. Mhm. Ouais.
Sans Absolument. aucun doute. Faut être belle. Tu es belle, en fait. Sans aucun Mhm. doute. Mais maintenant, ce qui différencie, bon, pour moi, je pense que c'est la foi, n'est-ce pas? Mhm. Donc, yeah, c'est Dieu. Votre speech portait sur quoi? Est-ce que vous vous rappelez toujours de ça? Oh my God, honnêtement, il y a tellement Il y a longtemps. tellement longtemps. Peut-être l'émancipation de la femme. Mhm. Yeah, On peut-être. sent déjà les germes du féminisme parce que Georgie n'est pas d'accord de chercher de l'eau pour ses frères. Et c'est de Non, bonne guerre. non, non, peut-être l'émancipation de la femme. Mhm. Yes. Comment est-ce que votre entourage, apparemment vous avez une famille qui vous a assez accompagné dans le mannequinat, dans la mode depuis jeune, mais ça peut être un tabou au Burkina Faso. Les élections Miss, le mannequinat, il y a souvent certains préjugés. Est-ce que vous avez fait face à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé un peu de vous critiquer ou de vous hold back sur ce chemin-là? Déjà, quand j'ai commencé le mannequinat, personne n'était d'accord dans ma famille. Mhm. Pour eux, en fait, dans leur tête, la mentalité, en fait, c'est le mannequinat, c'est vraiment un boulot qui dénigrant. Mhm. C'est un boulot les femmes ne sont pas intelligentes, etc., etc. Et je me rappelle quand je m'entraînais là, toute belle, toute sexy. Déjà avant de quitter la maison, j'attachais mon pagne pour pouvoir cacher quoi, ce qui était en bas. Maintenant, j'arrive aux entraînements, voilà. Mhm. Et ma famille venait me chercher là-bas. Donc, imagine-toi, toi avec tes copines en train de t'entraîner. Mhm. Tu as ton Shabbat, tu es toute belle. Tu vois, non, chacun fait Mhm. la plus belle. Et moi, voilà, maintenant, ma famille maintenant en train de crier, elle n'a qu'à sortir. Non, Et elle ne peut pas faire ça. Il me frappait. Ça veut dire que de là wow. où je m'entraînais jusqu'à la maison, j'étais humiliée en fait dans la rue Oh my God. par tout le monde en fait. Et quand mon papa rentrait à la maison, on lui disait que je suis allée faire le matin, il me frappait. Mhm. Donc, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Il n'y a personne pour pouvoir payer mon école. Je suis adolescente, il n'y a personne pour s'occuper de moi. Mais en même temps, j'essaie de faire quelque chose aussi qui va m'aider. Et puis bon, Mhm. tout le monde est contre moi. Je dis, bon, si c'est comme ça, quand j'allais m'entraîner là et que je revenais, quand mon papa rentrait, je lui donnais la chicotte. Et Oui, faut me frapper en même temps. voilà. On Je va dis, quitter ici. voilà, Baba, je suis allée m'entraîner aujourd'hui, quoi. Donc, voilà la chicotte. Si tu veux me frapper, il faut me frapper. Wow. Et mon papa s'est assis. Il s'est dit, mais avec mes deux grandes sœurs, il n'a pas eu ça. Elles étaient Mhm. sages, elles étaient correctes. Il y a une même qui voulait devenir sœur. Wow. Yes, il y a une qui voulait devenir sœur. Mhm. Il dit, mais avec elle là, il faut trouver une autre méthode parce que celle-là, ça va pas. Donc, mon père s'est assis avec moi et il m'a dit, je sais que tu veux faire le mannequinat et je comprends pourquoi tu veux faire le mannequinat. Euh, à partir de maintenant, je vais te faire confiance. Mais ne trahis pas cette confiance-là. Wow. Et je pense que c'est ce qui m'emmena en Europe. Mhm. C'est ce qui m'a fait voyager le monde entier. Parce que j'ai toujours eu, en fait, dans mon esprit, dans mon corps, dans ma tête, en fait, de ne pas trahir, en fait, la confiance que mon papa a mis sur moi. Mhm. Yeah. C'est powerful ce témoignage parce que facilement, quand vous êtes à 14 ans, quand vous allez faire des entraînements ou quand vous allez faire des essais, qu'on vous payait un peu d'argent, ce n'était pas assez pour résister à ces humiliations, pour résister à ces bastonnades, pouvoir résister à ça et tenir ferme sur sa vision dès petite. Vous êtes dit, c'est pas ma vie, je veux une autre vie, je crois en ce que je fais, je sais pourquoi je fais ça. C'est un exemple vraiment de résilience, à croire en soi, à croire à son potentiel et à croire à ses rêves. Et c'est juste magnifique. Et ça a payé parce que, comme vous disiez tantôt, après Miss Afrique, vous êtes retrouvés à Paris. C'était quoi vos premiers pas? Parce que vous avez été une grande top modèle hein, pour toutes ces maisons-là. Comment s'est passée la collaboration? Comment est-ce que vous avez été repérés? Vous avez eu une agence qui était à vos côtés pour vous pousser? Comment toutes ces marques-là choisissent Georgie Badiel? Yes.
Quand je suis arrivée à Paris, je me rappelle pour la première fois, on m'a donné un visa de 3 mois. Mm. Et moi, tout de suite, bon, je me voyais Naomi Campbell. Tu And you look like her a little bit. Thank you so much. Tu arrives, bon, je vais commencer à défiler pour tous les grands designers tout de suite. Je vais cartonner et j'étais Miss Afrique, quoi. Donc, dans ma tête, en fait, c'était waouh. Et mes 3 mois à Paris, j'ai fait un seul boulot, un seul défilé, un seul défilé. Donc, imagine-moi. L'agence m'a renvoyé tous les castings que j'allais, c'était non, 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 Wow. non, non. Et le seul défilé que j'ai fait là, c'était cadeau. Yako. Cadeau. C'était cadeau. Je me rappelle, mon agence me donnait par semaine 150 euros comme, we call it pocket money. Comme pocket money. Et dans les 150 euros que l'agence m'envoyait, il fallait envoyer l'argent à la famille. Dans les 150 euros, il fallait manger toute la semaine avec et il fallait payer aussi ma carte de métro. Donc, ça veut dire que je vivais en fait avec que 50 euros par semaine. Wow. Donc, j'étais en soupe et en pomme. La semaine. Toute la semaine. Non, c'est la réalité comme ça. Wow. Donc, l'agence m'a fait retourner à Ouaga dans la chaleur. Donc, je les ai appelés. Avec les coupures d'eau et d'électricité. Avec les coupures d'eau. Je les ai appelés tous les jours. L'agence ouvre à 10 heures du matin. 10 heures, le premier coup de fil, c'est moi. Tous les jours, pendant presque 1 an. Le propriétaire a dit, j'en ai marre. Il faut la faire revenir. Faut la faire revenir. Il dit, j'en ai marre, il faut la faire revenir. Donc, dans ce moment, où est-ce que vous trouviez la force pour rester aussi persistante et ne pas vous dire que peut-être que ce que j'imaginais de ce monde-là, peut-être que c'est pas pour moi. Attends, je vais chercher du boulot. Comment vous êtes restée résiliente par rapport face à ces moments quand même difficiles au début de votre carrière? Yes. Pour moi, j'ai pas le choix en fait. Tu n'as pas le choix. Ça veut dire que tu veux évoluer, il faut faire le travail. L'évolution ne vient pas du jour au lendemain. Le succès ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut travailler pour le succès. Il faut travailler pour être successful. You have to, there is no other way. Tu vois, mes parents, je ne suis pas née d'une famille riche. Donc, ça veut dire que où je me débrouille, où je me bats pour le faire, pour moi, bon, où je retourne bon à Ouaga, et puis bon. Tu vois, non? Je fais un peu de la go, like I'm cute, I was Miss Burkina Faso, I was Miss Africa, bon. Maybe eventually I'll find someone nice and married. Or maybe I will just be single and keep on struggling and maybe do some... It just... Pour la vision, en fait, que j'avais pour moi, it just wasn't enough. Donc, le non, en fait, toutes les réjections, en fait, que je recevais là, c'était... It's just not today. Wow. You say no, right? Just for now. But tomorrow you might say yes. So let's try again tomorrow. Let's try again tomorrow. Let's try again tomorrow. Until there is a yes. But your no that mean nothing to me. Wow. Yes. Faut jamais prendre non comme une réponse. Yes. Faut insister. Pour ça. Faut taper à la bonne. Effectivement, la dernière fois, c'est ce que Doc disait que she doesn't take no for an answer. Et c'est une bonne attitude dans la vie, hein, parce que on ne doit pas forcément se décourager dès les premiers rejets ou les premiers step back. Il faut forcer, il faut foncer et tout ça. Donc, vous repartez à Paris. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré un agent qui était vraiment bien, qui vraiment connaissait les femmes noires, parce que avant les agents disaient on n'a pas de casting pour les femmes noires,
Il n'y a rien pour les femmes noires. On ne peut pas aider les femmes noires. Tout ce que j'entendais, c'était raciste, 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 raciste. Et cet agent-là, il est venu. Il dit, mais cette fille, elle est gentille. Elle est adorable. Elle est bien. Il dit, mais attends, donnez-moi 6 mois pour que je la manage. Et puis, bouf. Voilà, Lancôme est venu. Louis Vuitton, je suis allée à New York, Diane von Furstenberg, Marc Jacobs, Versace, Wow. name it, Paul Smith, Mac Cosmetics, Bobby Brown, et tout ça a commencé à venir en fait. Mais il fallait une seule personne qui vraiment en fait Crois en vous. croit en moi pour me donner l'opportunité aussi et quelqu'un qui avait la possibilité de me donner l'opportunité aussi. N'est-ce pas? Parce que quand on va chez des gens qui ne peuvent pas en fait nous donner l'opportunité de faire quelque chose, bon, la personne veut t'aider, mais c'est juste que la Elle n'a pas personne les capacités. les capacités pour t'aider. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut trouver les bonnes personnes, il faut faire la bonne demande. Yes. Et vous avez parlé de votre personnalité. Cette personne, oui, a regardé vos atouts, mais elle a aussi dit elle est gentille, elle est bien. Donc la personne et quand je cherchais votre contact pour vous inviter, toute personne qui vous connaît dit la même chose. Elle est vraiment simple, laid back, sans façon, elle est gentille. Donc la personnalité aussi, en plus du talent, c'est très important. Okay. Donc, c'est à partir de quel moment de votre carrière que vous décidez de faire quelque chose de toutes ces histoires que vous avez vécues étant enfant avec votre grand-mère au village, à Marcory dans le quartier, moi aussi, le manque d'eau potable et tout. Avec ma grand-mère, on était dans le village de Kofikro. Kofikro. Oui, Okay. on est dans le village de Kofikro. C'est un village qui est à Boisseau. Okay. Si tu connais un peu la Côte d'Ivoire. C'est pas du tout. Bon, c'est genre un petit village, quoi. Ok. Voilà. C'est genre un petit village où on cultive le café, le cacao, et on avait aussi d'autres légumes, en fait, dont le manioc, l'igname, les tomates, aubergines, etc., etc. Donc, yes. Donc, c'est là-bas où j'ai passé, voilà, mon enfance, à Kofikro. Si tu vas sur le website de Georgie Badiel Foundation, on a toute l'histoire, en fait, sur le website. Il y a, sur la première page, tu vas voir Below Georgie's Story. Yeah. Sur Georgie's Story, on a highlight, en fait, tous ces moments-là, en fait, de mon enfance. Ouais. Avec des photos pour illustrer tout ça, j'ai vu. Oh, yes. C'est mignon de voir la petite Georgie à côté de sa grand-mère. Thank you. Donc, vous vous êtes donné cette mission-là de corriger un peu ou de permettre à d'autres personnes de ne pas forcément vivre ces épreuves que vous avez vécues. Donc, comment est-ce que Georgie Badiel Foundation voit le jour? Yes. En l'an 2009, je suis allée voir ma sœur. Tu vois, après avoir voyagé le monde entier, en tant que mannequin, quand tu vraiment commences à réussir, les clients te gâtent. Je me rappelle à chaque défilé Louis Vuitton, il me donnait un sac. Tu vois. Marc Jacobs, quand ça est où? Ça est là. Quand j'arrive chez Marc Jacobs, Marc était tellement gentil. Marc me dit, Georgie, go to the showroom, go get some clothes. Ça veut dire qu'il y a tout un rack, il me dit, just go get some clothes. Et j'arrive, I'm like, oh my God, j'ai accès to Marc Jacobs, you know, clothing. Donc, vraiment, j'étais gâtée. Ça, c'est juste vraiment quelques exemples. Chaussures, tout, like, ouf, every designer. Tu arrives, oh my God, I have this coat. We didn't sell it last season. It was priced for 21,000. And they're like, can you try this? And I'm like, yes, je vais essayer. Oh, mais c'est joli, ça te va. Voilà. Keep it. Voilà, prends le manteau de $21,000. Wow. donc, tu vois, les designers, vraiment, ils te gâtent. Ils te gâtent, ils prennent vraiment soin de toi. Et maintenant, moi, je vais voir ma soeur qui est presque enceinte de 9 mois pour accueillir l'enfant.
Et je me suis dit, mais ma soeur, quand même, she's blessed. But unfortunately, elle devait se lever entre 2 heures et 4 heures du matin pour puiser l'eau. Wow. Donc, pendant les 3 semaines-là, j'ai dit quoi? La réalité C'est comme si la rattrape. réalité est venue me gifler. Mhm. How can she do that? How can she experience that? Femme enceinte. Et nous, on est nés en Côte d'Ivoire aussi. Je lui ai dit qu'on marchait 3 heures, on était privilégiés. Mhm. Quand tu penses aux femmes dans le nord du Burkina Faso, il y a des femmes qui dorment sur la route pour aller chercher de l'eau. Et ça, c'est beaucoup de réalités que nous, les gens qui sont à Ouagala, En ville, on ne se rend pas compte, c'est on vrai. ne se rend pas du tout compte. Elles dorment, elles se réveillent tôt le matin. Elles reviennent le lendemain avec l'eau dans leur village. Wow. J'ai dit, mais this is awful. This is awful. Donc, j'ai cofondé Models for Water, j'ai travaillé avec l'une de mes copines et arrivé à un certain moment, on recontait l'argent et on donnait l'argent à d'autres organisations comme The Water Project, comme Thirst No More. Et nos premiers forages ont été faits à Dano, dans le village de Nakar et dans le village de Banéré. Attends, tu es originaire d'où? Du nord, Rondo. C'est vers Wayugia. Ah, vers Waiguya, ok. Donc, au nord du Burkina. Ah, donc tu comprends de quoi je veux Oui, parler. absolument. Et mon père nous envoyait aussi en vacances. Les 3 mois des vacances, on passait ça avec la grand-mère au village. Donc, on allait avec tout le monde chercher l'eau, exactement comme tu as décrit. Hein. Yeah. Faire le linge à la rivière et tout ça. Donc, c'est une réalité dans beaucoup de zones assez Village à reculées. Goundí, si tu regardes l'eau, je peux t'envoyer des photos. Yeah. Donc, je me suis dit que, bon, là, Dieu t'a béni. Tu as vraiment accès à un network of a lot of amazing people. Peut-être que you can use that to help your people. Je dis, mais you can use that platform. Tu peux utiliser en fait cette opportunité-là. Donc, comme ma copine, on a terminé avec Models for Water. Ils n'ont pas fait de forage chez moi. À Goundí, je ne sais pas, à Béchalbia. Et à Goundí, j'ai dit, mais il faut que j'envoie de l'eau quand même dans le village de ma grand-mère. Comment je fais? Donc, c'est là où je me suis retrouvée avec Suzanne Verde et Peter Reno. J'ai dit, je vais partager mon histoire d'enfance dans un livre d'enfants pour qu'on puisse créer The Water Princess. Et avec cet argent-là, je vais donner 100% de cet argent-là à une autre organisation pour aller faire le forage chez ma grand-mère. Et l'argent même qu'on a donné à l'organisation, là, même là, s'ils pouvaient faire même 3 forages, ils pouvaient. Tout ce que je voulais, c'était un seul. Et j'allais récolter plus d'argent pour eux, pour qu'ils puissent faire plus de forages au Burkina Faso. L'organisation a pris l'argent. Ils sont allés dans le village de ma grand-mère, ils ont regardé, ils disent, on ne sait pas comment ils vont faire pour maintenir le forage. Donc, on va faire ça quelque part d'autre. Sérieusement? Et dites, aïe, j'étais en rage. J'étais en rage parce que je dis, mais déjà pour une immigrée aux États-Unis qui donne tant d'argent pour pouvoir, ça veut dire que je t'ai donné assez, même si tu veux faire 3 là, tu peux. Mais je te demande un seul. J'étais tellement fâchée, c'est là où j'ai commencé Georges Badiel Fondation. J'aime l'esprit. Yes. If you want it done right, do it yourself. Donc, vous avez essayé de faire confiance à des personnes qui ne prennent pas au sérieux votre rage là de voir les vôtres dans de meilleures conditions. Donc, vous décidez de faire ça vous-même. C'est très noble. Thank you. Donc, j'étais tellement en rage, je dis non, je vais commencer moi-même mon organisation parce que c'est pas juste. C'est pas juste. Cette organisation-là travaillait avec la mairie. Bon, moi, je suis l'enfant de... Je suis pas l'enfant de maire, je suis pas l'enfant de ministre. Donc, c'est comme si... Bon,
Elle n'est pas connue, donc on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Ouais. Mais le pire, l'excuse qu'ils m'ont donnée là, là où ils ont construit le forage là, quand le forage s'est gâté, devine qui ils ont appelé? Not you. Me. Yeah. Ils m'ont appelé, ils me disent non, que le forage. J'ai dit, en fait, j'étais tellement fâchée. I'm like, just don't. Just don't. Et aujourd'hui, je me rends compte, en fait, que c'est ce qui a ramené... Au Burkina, on a plus de 5700 forages d'eau qui sont gâtés. Et dites... Ils n'arrivent pas à maintenir. Où il y a 63% de la population qui n'a pas accès à l'eau, avec 5700 forages d'eau qui sont gâtés. Et dans le recensement des 5700 forages qui sont gâtés là, on ne compte pas le nord, là où il y a les problèmes, là, parce que le ministère de l'eau ne peut pas recenser ces forages-là. Donc, on va dire, dans notre pays, le Burkina, là, en average, on a au moins 10 000 forages d'eau qui sont là, gâtés. Et c'est un vrai gâchis parce qu'on investit pour créer les forages et on ne se donne pas les moyens pour les maintenir. Absolument. Absolument. Ça coûte beaucoup d'argent pour construire un forage. Donc, Georges Badier Fondation, on a créé un Women Engineering Program. Quand j'ai commencé l'organisation, j'allais dans les villages et je vois un forage et je demande aux femmes qu'est-ce que je peux faire pour vous parce que bon, je vois déjà un forage, qu'est-ce que je fais quoi? On veut un forage. J'ai dit, mais ce forage qui est là, qu'est-ce que vous en faites? Ah, quelqu'un est venu construire, ça s'est gâté il y a 6 mois, donc on ne sait pas quoi faire. Mais vous ne pouvez pas réparer ça. Et les femmes me disent que non, on ne sait pas comment réparer. Je dis, bon, c'est facile. J'ai appelé les ingénieurs de l'organisation. Je dis, venez. Ce que vous avez appris, je ne sais pas en combien de temps là. On va... We will break it down. De telle sorte que vous pouvez enseigner ça à ces femmes-là. On appelle ça basic engineering. Les forages sont construits par des ingénieurs et les systèmes d'eau aussi. Donc, nous, on a break it like that, de telle sorte qu'une femme qui a le niveau même de CM2 peut comprendre. Et maintenant, on enseigne en fait à ces femmes-là de basic engineering courses pour que, en fait, elles aient l'éducation propice pour pouvoir, en fait, comprendre leur système d'eau. Parce qu'il faut comprendre, maintenir ça et réparer ça. Donc, dans notre Women Engineering Network, on a 278 femmes au total. On construit des oasis qui sont en fait genre un petit centre. Là où, et les oasis, on a fait ça avec différentes communautés. On est allé dans les villages, on s'est assis, on a écouté la demande en fait que les villageois voulaient. On a écouté ce qu'ils voulaient. Et on entendait, on a besoin de farm. On a besoin de faire l'agriculture. Il n'y a pas l'eau. On a besoin d'électricité. Il n'y a pas d'électricité autour. Imagine-toi, tu grandis dans un village sans électricité. Nous, à Makori, on étudiait à une lampe. Oui. C'est dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, en fait. On étudiait, on étudiait avec lampe. Quand le pétrole est fini, ça se coupe là. Si ma maman a une bougie, elle ramène la bougie, on étudie avec. Et la bougie est finie là. Pour aller dehors, étudier avec chose de moonlight. Donc, c'est ce que, en fait, les enfants dans les villages expérimentent. There is no light. Comment ils peuvent étudier? Donc, dans l'oasis, nous, on a rajouté l'électricité. On a mis un tableau où ils peuvent étudier. On a mis des outlets où ils peuvent charger leur téléphone. Des prises, voilà. On a mis des prises là où ils peuvent, en fait, directement charger leur téléphone. S'ils ont une lampe, ils peuvent charger la lampe, la batterie de la lampe pour pouvoir, voilà, aller autour du village parce que c'est noir.
C'est noir. Nous, on vit à Ouaga, on ne connaît pas où. On ne connaît pas les réalités de certaines zones, c'est vrai. Ouah! C'est plus noir même que nos quartiers là. Tu vois, nos 6 mètres là, on arrive. Le 6 mètres de zone. Donc voilà, Edith, donc c'est ça. Donc l'Oasis, en fait, c'est un centre où la communauté a accès à l'eau. Ils ont accès à community garden, ils peuvent cultiver, il y a l'électricité, il y a les toilettes. Ah. Les toilettes, vraiment, vraiment crucial, important. Nous, les femmes, là, quand on a nos règles, on fait comment? Yeah. On fait comment? C'est comment? Rajouter au manque d'eau, c'est pas fameux. Tu vois? Yeah. Donc, rajouter les toilettes dans l'Oasis, c'était vraiment, vraiment important pour nous. Et voilà, on plante des arbres autour. Et voilà. Et après, vous avez pu former 278 femmes aux fondamentaux de l'ingénierie pour maintenir ces fontaines-là. Et à peu près, il y a combien de personnes qui ont été soulagées par les efforts de Georgie Badiel Foundation? Il y a combien d'oasis à ce jour? Et comment est-ce que vous arrivez? C'est vrai qu'avec votre réseau que vous avez construit, étant mannequin, ça aide, mais le défi pour beaucoup d'ONG, c'est vraiment de convaincre les investisseurs comment mobiliser les fonds. On voit que vous arrivez à le faire. Certaines années, vous arrivez à mobiliser jusqu'au million de dollars. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre vos investisseurs là que l'argent qu'ils donnent, ça sera bien utilisé? On a apporté de l'eau à plus de 600 000 personnes dans le Burkina Faso. On a 278 projets d'eau au total. On vient juste de finir un, donc 279 projets d'eau au total. La transparence est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Parce que j'ai commencé, en fait, l'organisation, comme tu l'as si bien entendu, avec moi-même mes propres fonds. Avec moi-même mes propres fonds. Nous, on est Africains, là. Il y a combien d'Africains, en fait, qui vivent aux États-Unis, qui a tout ce qu'il faut, mais qui laissent, en fait, toutes les opportunités que les États-Unis te donnent et dédier maintenant ta vie aux gens de ton pays. Ouais. On est très peu. On est très, très peu. La transparence est tout pour moi. Sur le website de Georgie Badiel Foundation, tu peux aller voir tous les rapports et les tax returns. Je les mets sur le website. Parce que pour moi, quand quelqu'un me fait confiance avec son argent, il faut qu'il sache comment la fondation dépense l'argent. Combien aller à l'accès à l'eau, combien aller pour organiser un fundraising event, etc., etc. Donc, sur ce côté-là, côté de transparence, là, je ne m'amuse pas à ça. C'est important, hein, parce que beaucoup de gens veulent donner, mais ils ont peur. Ils se disent que bon, chacun crée des organisations, c'est juste pour prendre l'argent là et puis ça disparaît. Donc, moi, je suis pas comme ça. Donc, le fait que votre fondation là, on peut, et c'est bien que c'est quelque chose de tangible, parce qu'il y a des causes où c'est difficile à montrer c'est quel travail on a fait. Alors que chez vous, voilà la fontaine. Voilà les oasis, voilà les femmes ingénieurs, c'est là. Donc, c'est quoi? Yeah. Et quand tu vas même à Ouagadougou, tu sais qu'on a nous-mêmes notre foreuse. Voilà, on a, yes, je t'ai envoyé les photos. On a nous-mêmes notre foreuse d'eau. On a notre machine pour détecter l'eau. Ça veut dire que Georgie Badiel Fondation, nous, on fait tout de A à Z. A à Z, yeah. De A à Z, de full system. Et à chaque fois qu'on construit nos forages, les ingénieurs sont là. Parce que le travail qu'on fait, on construit nos oasis et nos forages de telle sorte que c'est au standard de l'ONEA. Donc, ça veut dire que dans le futur, si l'ONEA veut prendre nos projets d'eau là, le travail était bien fait. Il est déjà fait, yeah. Il était bien fait. Parce que
au Burkina, il y a des compagnies, les compagnies des Indiens là, qui disent que viens, 1,5 million, on va faire un forage. Ils arrivent, dès qu'ils commencent à forer, ils tapent un rocher seulement qui a petit haut. Au lieu de continuer là, ils ne continuent pas. Hein. Ils ferment. Laisse. Ils ferment. Et maintenant, pendant 2 jours, l'eau sort. 3 jours, l'eau sort. Et après, c'est fini. C'est Quand nous, on fini. arrive, on veut réparer ce forage-là, il n'y a pas possibilité. La construction du trou, du borehole a été mal faite. Donc, nous, on peut dire, ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. Ça veut dire qu'il faut reprendre tout à zéro. Il faut venir refaire une nouvelle recherche d'eau. Il faut venir reforer et équiper. C'est la différence entre faire quelque chose que pour du business et faire quelque chose parce que la cause nous tient à cœur. À cœur, exactement. Parce que si on cherche à soulager des populations, forcément, on mettra ce qu'il faut pour se rassurer que tout est bien fait, que ces populations-là pourront en profiter aussi longtemps que possible. Nous, franchement, on ne fait que prier Dieu pour qu'il vous donne toujours la force de continuer cette mission-là parce que c'est très crucial. Comme vous dites, quand on est en ville ou quand on est dans des pays ou dans des situations où voilà, l'eau coule à gogo, on ouvre le robinet, l'eau sort et tout. On se rend pas compte que ce qu'on pense que c'est vraiment minime et élémentaire, il y a beaucoup de gens qui manquent ça dans leur vie. Mais est-ce que vous, dans tout ce processus-là, vous avez eu quand même quelques difficultés qui étaient difficiles à surmonter? Ouh, ma chérie. Si c'est les difficultés là, tous les jours j'en ai. Tous les jours, j'en ai. On a commencé l'organisation il y a 10 années. Ça fait 10 ans maintenant. On va célébrer notre anniversaire le 21 octobre. Tu es invité à New York à là. Inch'Allah, pour le 10e anniversaire de l'organisation. Comment j'ai commencé? Tu sais qu'avant, on travaillait dans le nord, vers Pibaouré, à Kaya, à Boussouma. On travaillait là-bas. Et donc, quand les attaques ont commencé là, c'était pas du tout évident. On était forcé de bouger notre programme à Kadiogo. Donc, it was difficult. It was difficult. Et à chaque fois, quand je fais, par exemple, le fundraising et que je parle à un donneur qui est excité, oh my God, we're gonna help, on va aller même au Burkina Faso. Voilà, dans les nouvelles, il y a terroristes attaqués, il y a tel problème, il y a tel endroit qui a été attaqué. Et le donateur pull out. Et automatiquement, il se dit que bon, le risque payé est un peu trop élevé. Le risque est trop élevé. Donc, même en matière de fundraising, it's been tough. I'm just being honest. Je suis simplement honnête. Très, très difficile. Very difficult. Mais on continue. On continue parce que j'ai foi. Nous, on est nés en Côte d'Ivoire, là. Parfois même, je me disais que si, par exemple, on avait l'eau dans nos villages, est-ce que nos parents auraient voulu immigrer en Côte d'Ivoire? Non. C'est un bon point. Le Burkinabé est l'un des plus travailleurs. On est travailleurs, en fait. Ouais. On est travailleurs. Quand je vais dans les villages, je vois que les gens cultivent la terre aride là, comme ça. Yeah. Sans eau. Donc, quand je vois en fait toute cette souffrance-là, j'ai dit, mais on doit au moins leur donner le minimum qui est l'eau. Le minimum. Donc, imagine-toi si l'État s'y met pour se concentrer à donner à nos villageois le minimum l'eau, comment l'économie du Burkina Faso sera développée? Surtout que le pays est en majorité vide d'agriculture.
la majorité Exactement. des Burkinabés. Les gens ne se rendent pas compte, encore une fois, parce qu'on se focus que sur les villes. Alors on a combien de grandes villes au Burkina? Pas beaucoup. La majorité des Burkinabés vivent dans ces villages-là et ils vivent que d'agriculture. Ils doivent travailler la terre sans eau et c'est vraiment difficile. C'est pénible. C'est pénible. Donc, euh, donc, euh, donc, pour moi, en fait, quelles que soient les difficultés dont je fais face, euh, voilà, je vais toujours Faut donner, tenir. faut tenir, voilà, faut tenir. Ça prend du temps, ça prend du temps. Je sais qu'un jour, les gens vont voir dans les nouvelles que, ah, ils ont donné 100 millions à cette organisation-là, à Georges Ibadier Fondation. Maintenant, tout le monde va commencer à parler. 100 millions de gaga, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont comme ci? Qu'est-ce qu'ils ont comme ça? Ils vont pas penser que, ah, la go là, il y a 10 Tout années, le travail qu'elle a bas depuis elle là. a commencé. Elle a travaillé des années sans être payée. Ils Mhm. vont pas, ils vont pas mettre ça dans leur tête. Ils vont même pas se rendre compte, en fait, du sacrifice qui a été fait derrière. Ils vont même Mhm. pas voir le sacrifice qui a été fait derrière. Zéro de ça. Oh, voilà. Ah, nous-mêmes, on ne comprend pas. Ouais, il faut comprendre. Faut comprendre. Le sacrifice a été fait. On va avancer seulement et puis laisser les gens la parler. Ah, exactement. Il n'y a pas même de constant sacrifice. Et Ça, là, c'est I'm clair. really happy to do the sacrifice. Mais je sais que Merci pour le sacrifice. it's gonna pay. And Burkina Yeah. Faso aura l'eau. Yeah. Ça paie déjà. C'est 600 000 personnes qui ont déjà accès à l'eau. C'est déjà quelque chose. Et on sait qu'avec le temps, malgré les défis que le pays passe et malgré les difficultés, on est sûr que vous allez continuer à faire. Dans 10 ans encore, quand on va faire le bilan, on sera des millions et des millions de Yeah. personnes touchées. On a un peu pris par le temps. Vous avez quand même eu la reconnaissance du Burkina Faso. Vous êtes chevalier de l'ordre du mérite. C'est la plus haute distinction civile, si je ne m'en abuse. Qu'est-ce que vous ressentez de savoir que le Burkina vous est reconnaissant et que vos efforts quand même sont remarqués par nos autorités? Oh, merci Edith. Euh, non, je suis très honorée. Je suis très honorée. Honnêtement, ce que je fais pour le Burkina, c'est vraiment avec un cœur pur. Je m'attends pas à recevoir quelque chose en retour. Pour moi, l'accès à l'eau potable est durable parce que c'est ce qu'on fait avec les femmes. On veut que ces Mhm. projets-là soient durables et que ça aille de génération en génération. C'est pour ça on forme les femmes. Euh, pour moi, que le Burkina ait l'eau, l'accès à l'eau potable et que le Burkina évolue comme pays, is everything. It's everything. It's everything. Je veux que demain, on soit l'un des pays les plus respectés de l'Afrique de l'Ouest et même de Mhm. l'Afrique. Et même de l'Afrique. Et pour ça, il faut se concentrer à donner à la majorité de nos parents, de nos villageois, l'eau pour qu'ils puissent cultiver. Ça veut dire que si nous, on veut dire non à l'aide internationale, il faut qu'on se concentre en fait sur nos gens. Mhm. Et qui on a? À Ouagadougou, qui nourrit les Ouagalais? C'est les villageois. Ouais. C'est les villageois qui nourrissent les Ouagalais et les Bobolais et les Koudougouïens. Tous les gens des grandes villes là. C'est les villageois qui vous nourrissent. Donc, le minimum qu'on puisse faire là, c'est de dire voilà l'eau et Mhm. merci. Continue de nous nourrir. Continuez de nous nourrir avec ça. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Le focus doit être en fait sur ces villageois-là. Je ne sais pas si c'est parce que ma grand-mère m'a élevé que je suis vraiment attachée à ces racines-là. Ouais. Et mon père aussi en a mis à l'équilibre de ces racines-là, en fait. Donc, vraiment, je crois en ces villageois-là. Je crois en leur capacité, leurs possibilités.
Et il ne faudrait pas qu'ils soient oubliés. Il faut toujours qu'on les met en avant pour qu'ils puissent continuer à nous nourrir, pour qu'ils puissent continuer à aider notre société, notre communauté, notre pays à évoluer. Merci beaucoup pour cette belle reconnaissance à nos populations rurales qui travaillent dur, qui se donnent jour et nuit, avec leur dur labeur, avec leur abnégation, à vraiment contribuer pour le développement du pays. C'est sur cette belle note que nous allons conclure l'interview pour vous permettre de vaquer à vos autres occupations. Merci encore d'être passé. Merci pour ce modèle que vous offrez à la jeune génération, à vos sœurs et frères qui vous regardent, qui vous prennent pour modèle. C'est un énorme plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et on va rester en contact. On va forcément revenir vers vous pour couvrir les autres activités que vous avez pour le futur. Merci beaucoup. Et pour terminer, j'aimerais inviter tous les Burkinabés résidant à New York à The Water Bowl qui sera le 21 octobre à Cipriani. Bila Kakora sera là. Donc, c'est vraiment, ce sera vraiment la crème de la crème pour le Burkina Faso. Donc, il faut être là. Les tickets seront disponibles sur nos websites. Donc, voilà, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Sortons massivement pour soutenir notre sœur et pour contribuer au merveilleux travail qu'elle fait au Burkina Faso. Merci encore. Merci beaucoup, Edith. Et passe une bonne journée. On reste en contact. On reste en contact. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Parcours Atypique pour plus d'histoires inspirantes.